Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Ker, est-ce que ça va? Tu m'as l'air encore un petit peu plus pâle que d'habitude. Est-ce que c'est un signe de bonne ou de mauvaise santé? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, écoute, nous, on t'aime comme t'es et c'est ça qui est le plus important. Comment tu vas et quelle est ta première news? Non, c'est une histoire de projecteur en plein dans la tête, mon cher Greg. Bonjour à tous. Alors avant de faire la première news, mon cher Greg, déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo Star Wars, meilleurs vœux à tous, plein de bonnes choses pour l'année 2024. Et puis si vous voulez retrouver, bien sûr, des vidéos ciné, séries tout au long de l'année, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche sur le côté, histoire d'avoir les notifications. Voilà, et on va commencer bien évidemment par le premier point pognon de l'année 2024 avec Wonka qui continue d'être la belle surprise de cette fin d'année au niveau du box-office puisque le film avec Timothée Chalamet est devenu le plus gros succès de la carrière de Timothée Chalamet devant Dune avec 468 millions de dollars au box-office mondial et ensuite il a repris la tête du box-office américain à Aquaman and the Lost Kingdom, le nouveau Aquaman 2 qui a pris l'eau. C'est d'autant plus marrant qu'il a été battu cette semaine par un film qui s'appelle Night Swim, donc un film d'horreur dans une piscine. Aquaman, vraiment, ça va pas. Night Swim est donc c'est le fond des océans, c'est ça que tu voulais dire? Mou, on va dire. Pour un film qui intriguait beaucoup après les trailers et dont les critiques sont assez mauvaises d'ailleurs. Aquaman est troisième. Migration, le film d'animation d'Illumination qui avait fait notamment le studio qui était derrière Super Mario Bros. C'est moyen, je trouve, au box-office avec seulement 77 millions de dollars aux US. Tiens, je vais regarder tout de suite mon cher Greg, vu que tu ne me poses pas la question, ça ne m'empêchera pas de te donner la réponse. Mais à combien est Migration au niveau mondial? Il est à 153 millions de dollars pour l'instant. Donc c'est pas non plus folichon. Et voilà, et alors on va faire un petit point comme ça sur le box-office 2024, tiens. Non, ça n'a aucun intérêt sur le 2024 pour l'instant, mais sur le 2023, on rappelle que Barbie a toujours la couronne de plus gros succès de l'année. Alors pourquoi parler de 2023 alors qu'on est en 2024? C'est que les films qui sont sortis en 2023 mais qui rapportent des pépettes en 2024, c'est comptabilisé en 2023. C'est pour ça, par exemple, qu'Avatar 2 a rapporté énormément d'argent en 2023, mais comptabilisé comme le plus gros succès, et très largement d'ailleurs, de 2022. Donc voilà, Super Mario Bros. Deuxième, Oppenheimer qui va avoir une ressortie en janvier en IMAX aux US, et pas très loin du milliard. Wonka est 11e et il va s'offrir dans peut-être même, c'est même sûr, au moment où vous regardez cette vidéo, Wonka s'est offert le scalp de Ant-Man and the Wasp et est donc monté sur la 10e place et peut-être même, pourquoi pas, est allé chercher Élémentaire, mon cher Watson de Pixar. Est-ce que tu à la crois 9e que place. Timothée Chalamet, quand il a rencontré les mecs de Disney, de Marvel et tout, il leur a proposé un petit peu de chocolat pour se remettre de leur dépression au niveau des stats du box-office? Ça serait pas mal, mais tu sais qu'avec du recul, on avait dit à juste titre d'ailleurs que c'était très étonnant que la Warner sortent coup sur coup deux gros films en fin d'année, donc Wonka et Aquaman, et que tous les signes étaient là pour dire que c'était deux films dans lesquels ils ne croyaient pas. Et alors, juste titre pour Aquaman, vu que les critiques sont catastrophiques. On l'a dit, tout le monde. Non, mais pour Aquaman, tu as entièrement raison. Wonka, pour Wonka, il y a eu une très grosse promotion, donc ça a dû être très très fortement soutenu par Warner. Oui, non, mais au moment de la sortie, mais nous, on parlait bien évidemment de plusieurs mois en amont. Et Wonka, franchement, c'est une belle surprise. Je crois que le film a 120 millions de budget. Et du coup, il est plus que très très rentable. Et alors, on va parler Aquaman 2, mon cher Greg. Par contre, c'est 337 millions de dollars pour l'instant dans le monde. C'est alors très 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 loin du 1,1 milliard de Aquaman premier du nom. Donc c'est un bid, mais attention, on se félicite comme on peut du côté de chez DC. C'est le meilleur succès, c'est le plus gros succès parmi tous les bids de DC en 2023. C'est Aquaman qui a bidé le moins. Mais globalement, ça reste quand même des très gros bids pour tous. Donc voilà pour Aquaman 2. Et mon point pognon, mon cher Greg, et je dis tout de suite, je n'ai pas fait de point pigeon.
dans cette première vidéo parce que j'ai envie, pendant ce début d'année, d'être positif. Mais il y avait de quoi faire d'ailleurs. Mais tant pis. Vas-y, mon cher Greg, à toi. Eh bien moi j'ai une petite news, mais une petite news d'un grand nom. C'est Francis Ford Coppola qui va sortir son nouveau film. Et ouais, après 10 ans, il va sortir le film Megalopolis. Et donc c'est un film de futuristique, science-fiction. Et alors, accrochez-vous au niveau du casting. Adam Driver, Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Audrey Plaza, Chloé Finman, Catherine Hunter, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, D.B. Sweeney, Talia Schwen, Jason Schwartzman, Bailey Eve, Giancarlo Esposito. C'est un truc de maboule le casting au niveau de ce film. Le dernier Astérix, ça fait mieux en termes de casting. Excuse-moi, mais il y avait Zlatan. Après, je sais que toi, tu es vraiment arqué sur le fait que le dernier Astérix Obélix est un chef-d'œuvre, moi moins. Et du coup, c'est pour ça que tu vas en parler quand on parle de Francis Ford Coppola. Mais j'ai vraiment, j'ai super hâte de voir ce que ce film va donner. Pas encore de. Et il sort en 2024, mon cher Greg. Ouais, pas encore de date. L'occasion de rappeler que nous sortons une vidéo sur les films que nous attendons le plus en 2024. Peut-être en fera-t-il partie. Peut-être. Teasing mystère. Et donc voilà, il n'a pas encore de date, mais au moment où on enregistre, mais bon, du coup sortie un petit peu mystérieuse du mystère. Moi, ça me fait super plaisir parce que bon, c'est quand même un réalisateur qui un peu nous a marqué notre génération, nous les centenaires. Francis Ford Coppola, c'est un réalisateur très important. C'est à toi, mon cher Car. Ben moi, je vais vous parler des Golden Globes qui ont donc eu lieu le 7 janvier. Donc première grosse cérémonie de récompense du cinéma. Alors dans toute cette série qui arrive avec les BAFTA, les Critics' Choice, les Oscars et même les Emmy, puisque les Emmy auront lieu en janvier. Ou même peut-être en février, mais au lieu de septembre comme d'habitude parce qu'ils ont été repoussés à cause de la grève des scénaristes et des acteurs. Ça aurait été ballot en effet de faire les Emmy alors qu'il n'y avait pas d'acteurs dans la salle. Et donc là on a commencé avec les Golden Globes. Alors ça donne la température de qui devrait logiquement quels devraient être logiquement les acteurs, les actrices et les films qui vont être sacrés aux Oscars. Alors on rappelle toujours, il y a à côté film dramatique, film comédie, série dramatique, série comédie et série courte. Je vais pas vous donner tous les vainqueurs. Il y a globalement, pour résumer, c'est les Golden Globes un peu. Ça fait un paquet d'années où il n'y a pas d'aberration. Déjà dans les nominations, globalement, moi en dehors de l'absence de Nimona côté film animé, j'avais rien vu de vraiment scandaleux. Et au niveau des vainqueurs, voilà, c'est pareil. Les nommés, c'était très bien. Et là, les vainqueurs, ça l'est aussi. Du côté des films dramatiques, ce qu'on peut dire, c'est que Nolan a triomphé avec son Oppenheimer, meilleur film dramatique, meilleur réalisateur pour Nolan, meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy. C'est amplement mérité. Il a gagné 5 prix. Robert Downey Jr., meilleur second rôle pour Oppenheimer. Ça, c'est cool pour la carrière de Robert Downey Jr. qui en plus avait fait ce choix d'aller sur Oppenheimer. Il avait expliqué qu'il n'avait pas hésité une seule seconde parce qu'il voulait sortir de ces films blockbusters qu'on lui proposait sans cesse avec un film d'un grand réalisateur. Et aussi meilleure musique pour Ludwig Göransson, qui est notamment celui qui a fait la musique de The Mandalorian et qui a fait plein d'excellents morceaux et qui est d'excellentes BO et qui est un des compositeurs qui monte beaucoup. Donc ça c'est chouette. On peut aussi dire que le sacre d'Oppenheimer et surtout le sacre de Nolan. Vous savez que dans les grandes cérémonies, ils ont tendance, quand certains réalisateurs ou certains acteurs, par exemple, n'ont pas eu de prix sur plein de films, au bout d'un moment, ils y vont, ils lui donnent. On a le cas très célèbre du Retour du Roi, qui avait tout récupéré, alors que La Communauté de l'Anneau et Les Deux Tours, on a vu que des prix techniques. Là, le Retour du Roi avait tout récupéré, c'était prévu. Bon, là, on a DiCaprio qui a eu pour The Revenant. Là, on a Nolan qui a pour Oppenheimer, parce qu'il n'a pas eu pour Inception, Interstellar, pour les Batman, pour le Prestige, pour Memento, etc. Donc, c'est cohérent.
c'est cohérent, en plus le film est très bon et on en parle dans notre vidéo des tops de 2023, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Côté comédie, mon cher Greg, je veux dire, rajouter un truc sur le côté dramatique, c'est quand même le prix très mérité remporté par l'actrice Lily Gladstone qui jouait dans Killers of the Flower Moon, donc le film de Martin Scorsese. Dans les J'ai perdu, mais franchement c'est pas grave, j'étais là et ma place est amplement méritée. J'aimerais souligner la présence de Past Lives, un film fantastique que j'ai vu juste après, mon cher Greg, avoir fait la vidéo des tops 2023 et qui est mon film de l'année 2023. Vraiment un film magnifique qui est encore en salle dans certaines villes. Donc n'hésitez pas à foncer le voir. Past Lives était nominé et c'était mérité aussi. Il y avait du Saltburn nominé, il y avait du Maestro avec Bradley Cooper. Enfin, il y avait vraiment des très bonnes choses. On a eu globalement, moi je trouve, une très très belle année ciné 2023. Et du côté des comédies, le film qui s'est imposé, c'est Poor Things, donc Pauvre créature en français, qui a également donné un prix à Emma Stone, donc celui de meilleure actrice dans une comédie ou ou film musical. Emma Stone qui a la particularité, mon cher Greg, d'avoir été nommée comme meilleure actrice dans cette année, dans meilleur film comédie et également mini-série. Puisqu'elle a joué dans une série cette année. Elle a été nominée 2 fois, alors elle n'a pas gagné les 2 fois. Il y avait également côté nominé Margot Robbie, bien sûr, pour Barbie, Jennifer Lawrence pour No Hard Feelings, qui d'ailleurs fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, puisqu'elle a dit au moment où elle était présentée à l'écran, elle a dit « si je ne gagne pas, je m'en vais », en rigolant bien sûr. Donc voilà, Barbie n'a rien eu. C'était pas du tout justifié d'ailleurs sa nomination pour No Hard Feelings. Ah, moi je trouve qu'elle joue bien dans le film. Non mais c'est une des 5 ou 6 meilleures actrices de l'année pour ce film. Bah oui. Oui. Bah, en tout cas, elle joue bien, c'est sa première comédie, elle porte le film, elle est juste dans le film. Par rapport à l'ensemble de tous les films qu'il y a eu, toi tu la mets dans le top 6 de l'année sur No Hard Feelings. C'est une excellente actrice, mais dans No Hard Feelings, je pense pas qu'elle est top 6 de l'année. Qui enlèves-tu, qui mets-tu à sa place ? C'est la question. Donc moi je vois pas d'absence. Gal Gadot dans le film de Netflix dont j'ai oublié le nom. Ah, Agent Carter. Non, c'est pas. Si, c'est Agent Carter. Non, c'est pas Carter. Non. Bref, bon vas-y, continue. Ouais, mais oui, non. Par contre, alors au niveau des acteurs, dans les films comédie, c'est amplement mérité pour le casting du film The Holdovers, qui est un film excellent qui est sorti pendant les fêtes, Winter Break en français. Enfin, d'ailleurs, c'est un titre anglais, mais version française, avec Paul Giamatti qui a remporté donc le Golden Globes pour meilleur acteur dans une comédie. C'est vraiment mérité. Si vous n'avez pas vu ce film qui est aussi encore au cinéma, foncez, il est excellent. Davin Joy Randolph a également eu meilleur second rôle, meilleure actrice second rôle pour ce film. Au niveau ciné, rappelons encore d'autres éléments. Anatomie d'une chute, meilleur scénario pour le film français qui a eu la Palme d'Or, et aussi meilleur film en langue étrangère. Bravo. C'est mérité, le film est très bon. Et je vais rajouter un truc qui a été très chouette, je trouve, c'est Le Garçon et le Héron de Miyazaki qui a le prix de meilleur film d'animation. Voilà. J'ai un doute si Chihiro l'a eu. Chihiro l'a eu. Non, Chihiro a eu l'Oscar du film d'animation. C'était un des premiers Oscars de films animés. Donc voilà, il y a eu un prix qui a fait beaucoup parler, c'était le prix de la meilleure performance au box-office. C'est un peu chelou comme prix, je trouve, parce qu'en fait, il suffit de regarder les classements. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisque figure-toi qu'ils ont mis Barbie premier. Donc, comme c'est le plus gros succès de l'année, chapeau. Et il y a aussi les séries côté Golden Globes. Alors, au niveau des séries, c'est simple. Il y avait 3 catégories, drame, comédie, mini-série. C'est dans chaque catégorie la même série qui a quasiment tout gagné. Du côté dramatique, c'est Succession qui a écrasé absolument tout le monde, qui a le meilleur acteur, la meilleure actrice, la meilleure série. Du côté des comédies, il y avait Ted Lasso, mais Ted Lasso a malheureusement été vaincu par meilleur qu'elle.
C'est The Bear. Alors c'est pas grave pour Ted Lasso, hein, ils ont tout eu l'année dernière. Et là, The Bear, vraiment, c'était amplement mérité. Et moi, je suis très content. The Bear, meilleure série, donc comédie. On a également Jeremy Allen White, meilleur acteur. Ayo Edebiri, meilleure actrice. Très content pour elle. Et du côté des mini-séries, c'est la série Beef, donc Acharné en français, qui moi m'a pas plus marqué que ça. Mais elle a tout gagné et elle a fait beaucoup de bruit sur Netflix cette année. Donc meilleure mini-série, meilleur acteur pour Glenn de The Walking Dead, mon cher Greg, Stephen Yeun, qui a sa carrière qui est en train d'exploser, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et on a aussi donc Ali Wong en meilleure actrice. Soulignons quand même la performance d'Elizabeth Debicki, meilleur second rôle féminin pour The Crown. Et un truc que je voulais souligner, c'est que le dernier spectacle de Ricky Gervais, qui est sorti juste avant la fin de l'année sur Netflix et que j'ai adoré, a gagné donc là le Golden Globes du meilleur spectacle. Voilà, mon cher Greg, pour ces Golden Globes qui sont... Oh, ça fait vraiment plaisir d'avoir des Golden Globes qui ne me font pas rager le matin en découvrant le palmarès. Très bien. Eh ben, écoute, merci à toi, mon bon Caire. Du coup, moi, de mon côté, au niveau des news. Alors, il y a une news, c'est, vous savez, quand on avait... Alors, il y a un moment, je vous avais dit, il commence à y avoir de la grogne au niveau des acteurs, il va peut-être y avoir des scénaristes, il va peut-être y avoir une grève. Je vous avais dit, on avait fait une news en disant, bon, il y a peut-être des trucs autour de l'IA et du cinéma, ça va peut-être générer des risques. Là, c'est pareil. C'est une news peut-être qui donnera rien, peut-être que ça va devenir extrêmement huge. Le truc, c'est que donc il y a Bob Iger, qui est donc le patron de Disney, qui va rentrer dans le prochain conseil des actionnaires dans une double guerre. Alors, la première news, c'est que la première guerre, c'est qu'il va y avoir, donc tu parlais de Succession, c'est marrant parce que dans Succession, ils ont ce qu'ils appellent en anglais une guerre de proxy, et donc du coup une lutte de pouvoir entre les actionnaires pour essayer de garder la présidence de la société. Et ben c'est exactement ce qui est en train de se profiler pour Disney. Il y a un ancien de Marvel et plusieurs anciens exés de Disney qui sont en train de convaincre de nombreux actionnaires que Bob Iger, d'après eux, ne gère pas au mieux la société Disney et voudrait qu'il soit donc viré avec les personnes de tout son staff de confiance. Et donc ils sont en train d'essayer de préparer un putsch. Évidemment, donc quel est leur programme ? C'est pas des politiciens, donc c'est pas public, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent faire, sauf remplacer Bob Iger. Mais si ça allait jusqu'au bout, si vraiment les actionnaires principaux votaient donc un vote de non-confiance du coup de Bob Iger, on pourrait imaginer qu'il y a un retournement majeur de stratégie. Alors, est-ce que ce sera principalement les parcs ? Est-ce que ce sera les films et séries ? Disney+. En tout cas, on va voir ça. Ce qui est sûr, c'est que Bob Iger, du coup, est attaqué beaucoup depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, sur les consommateurs de Disney. Je pense que je me mets un peu avec les gens qui étaient les abonnés des parcs Disney sur lesquels il y a eu une petite grogne, enfin une grosse grogne. Il y a eu les personnes qui travaillaient dans les parcs, notamment à Euro Disneyland, il y a eu des grèves. Il y a effectivement eu beaucoup de personnes qui sont plaintes de la qualité des derniers films du box-office Disney, donc que ce soit du côté Marvel ou des live-action remake. Et du coup, là, c'est un conflit interne, un conflit vraiment pour le faire sauter ou pas. Et il faut rappeler que Bob Iger n'avait pas repris la présidence, donc il était parti et là il n'avait pas annoncé qu'il reprenait la présidence comme ça pour toute la vie. Il était dans un plan, alors je me souviens plus, je sais plus si c'est 2 ou 3 ans, où il préparait l'arrivée d'un nouveau, et pour être dans la continuité de ses plans pour Disney. Peut-être que ces plans vont tomber à l'eau et que tout va changer. On ne sait pas, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, mais à titre personnel, en ce moment, j'ai envie de dire, je suis content si vraiment il n'était plus là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon Caire ? Moi, j'ai une question, mon Greg. S'il y a un putsch, est-ce que tu crois que Bob Iger va s'accrocher ou est-ce qu'il va jeter l'éponge, Bob ? Eh bien, mon cher Caire, je pense que tu es un peu au fond de l'eau quand tu dis ça.
Mais en fait, le vrai point, c'est vraiment de voir à quel point ça passe. Et si ça passe, est-ce que du coup, il va y avoir beaucoup d'actions rapides ou pas? Parce que, en fait, comme je le dis régulièrement sur la chaîne, un film classique qui se veut être fait de qualité et tout, entre le moment où il commence à investiguer des pistes scénaristiques et le moment où du coup le film est vraiment dans nos salles de cinéma, il peut se passer 3 ans, 5 ans. Donc un changement de direction qui aurait lieu aujourd'hui pourrait... 15 ans quand c'est James Cameron. Oui, si t'es James Cameron, tu peux prendre 10 ans. Mais du coup, le truc, c'est que, ou comme on en parlait, hein, David Coppola prend 10 ans pour faire un film. Enfin, là, il a pris 10 ans en l'occurrence. Mais en fait, le truc, c'est que c'est vraiment... ça pourrait être très, très rapide. Ça pourrait être... là, on a eu des films qui ont été reportés. Ça pourrait être organiser des reshoots. On pourrait avoir des effets dès l'année prochaine. Ou des effets même, par exemple, le prix des parcs, des abonnements des parcs qui peut changer plus rapidement et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que c'est pour le mieux. Je ne sais pas si ce sont tous des requins avides et que ça va être encore pire, mais ce qu'on est en train de voir n'est pas folichon du côté de Bob Iger. Et du coup, je me permets d'enchaîner par une autre news qui est connectée à ça. La deuxième guerre, je parlais de 2 guerres du côté de chez Disney. Et en fait, des actionnaires de Disney et des actionnaires donc je parle de gros fonds, hein, faut posséder plusieurs pourcents de cette société pour avoir ces droits-là, et des actionnaires de Apple ont demandé que soit maintenant dans tous les rapports rapporté officiellement chaque utilisation d'IA dans les stratégies, dans les utilisations, dans les productions de ces deux sociétés. Et à ça s'est greffé en fait la FCC, si je ne dis pas de bêtises, et en fait donc en gros ce sont des flics qui sont plutôt sur le contrôle des agissements des sociétés aux États-Unis et qui en fait eux aussi ont poussé des motions pour que ce soit obligatoire pour les sociétés, et particulièrement ces deux-là, qu'elles mentionnent quand elles utilisent de l'IA, pourquoi et comment. Donc ça bouge à ce niveau-là. J'ai envie de dire des deux bons côtés, c'est-à-dire que les sociétés, elles sont juste là pour faire de l'argent. Donc mettre de la morale, c'est peut-être que nous, on peut leur demander, mais de base, c'était pas le but. Et du coup, là, c'est les bons endroits où ça passe, c'est les actionnaires et le légal qui sont en train de les prendre en cisaille. Et là, c'est parfait, parce que ça voudrait dire qu'ils vont vraiment être obligés de dire ce qu'ils font. Et s'ils le font pas, et ben, du coup, ils seront virés. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Ça veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des manières déviantes d'utiliser les IA, mais en tout cas, c'est un premier verrou de contrôle autour de ça. C'est à toi, mon Gerker. Eh ben moi, je vais vous parler de Marvel, vu que tu nous parlais de Bob Iger, avec des rumeurs sur Spider-Man 4. Alors rien d'officiel, hein, comme d'habitude avec Marvel, on attend, on discute, etc., etc. Mais après, vous verrez, il y a des trucs quand même un peu plus concrets. Mais sur Spider-Man, c'est du flan ou de la rumeur. Drew Goddard, qui était derrière Daredevil, la série de Netflix, hein, est favori à la réalisation. Sachez également que ils envisagent, plus qu'envisagent d'ailleurs, que Daredevil soit présent dans le film. Mais du côté de Disney, on aimerait aussi qu'il y ait Ant-Man pour relancer le personnage après l'échec de Quantumania. Sachez également que l'actrice Alaka Cox, qui joue actuellement dans la série Echo, a dit qu'elle aimerait être à l'écran avec Spider-Man et donc Tom Holland. Donc s'il y a Daredevil, il pourrait y avoir Echo, il pourrait y avoir Ant-Man, etc., etc. Donc voilà, ça c'est l'actrice d'Echo, tu la mets dans Shang-Chi 2, dans le fond, elle est pas mal. Hein. Je pense qu'elle est contente. Ouais, bah écoute, on verra. Là, la série Echo vient de sortir, ça tombe, ça va marcher. Et puis en off, juste que vous sachiez, moi je pense que Echo a été diffusé en une journée en mode genre on balance tout, histoire que la soirée soit vite oubliée, parce que je pense qu'ils étaient au courant que la série était pas dingue. Je sais pas si Kerr, toi tu as un point de vue différent, mais j'ai vraiment officiellement quasiment pas de promotion. Donc c'est vraiment le minimum requis. Du coup, je en pense France, que c'est vraiment. Elle n'a pas de promo en France, elle en a beaucoup aux US. Mais par contre, officiellement, elle sort tout d'un coup, ce qui m'a étonné aussi, hein,
mais c'est officiellement parce qu'elle a été repoussée à cause de la grève des acteurs et des scénaristes. Bon, enfin bref. Et puisqu'il y a Daredevil dans Echo, sachez aussi que du côté de la série de Daredevil, cette fois à Netflix, Echo a provoqué la canonisation de la série Daredevil. Pourquoi ? Parce que dans un des clips, alors il y a eu une palanquée de clips d'ailleurs dans ces derniers jours pour lancer Echo, il y a des images du caïd issues donc de la série Daredevil. Et du coup, Marvel s'est exprimé à ce sujet et a dit que oui, la série Daredevil de Netflix était bien canonique, mais certains aspects, pas tous. Donc là-dessus, moi, bête et méchant, je comprends pas trop comment certains aspects peuvent être canoniques et d'autres non. Ça va bien évidemment entretenir le flou artistique autour de tout ça. Mais enfin bref. Un truc qui est officiel, c'est que Stephen Yeun, qui avait été annoncé par Kirkman, avec qui il travaille sur la série Invincible, comme étant le Sentry de Thunderbolt, Stephen Yeun ne sera pas Sentry dans Thunderbolt. Pourquoi ? Parce que comme le film a été repoussé, il y a des problèmes de calendrier entre ses tournages à lui et le tournage de Thunderbolt, donc il lâche l'affaire, mais il a précisé qu'il espérait être un jour un personnage Marvel, qu'il avait des idées, mais qu'on savait pas encore lesquelles. Et autre dernier petit truc là sur Marvel, sachez que l'actrice dont personne ne sait dire correctement le prénom, elle y compris, donc moi je vais massacrer son prénom, attention, Saoirse Ronan, Lady Bird, etc., a révélé qu'elle avait refusé... me dit-on dans l'oreille. C'est quoi ? C'est Saoirse. Saoirse Ronan. Alors que moi, je lis littéralement Saoirse. Saoirse, why not ? Ronan, Lady Bird, excellente actrice, avait refusé de jouer la nouvelle Black Widow dans le MCU. Le rôle est arrivé bien évidemment dans les mains de Florence Pugh. Voilà. À toi mon cher Greg. Eh bien moi c'est une news qui n'est pas ciné-série mais qui je voulais en parler parce que c'est une marque que j'aime bien et j'ai trouvé ça vraiment nul. Wizards of the Coast, donc ceux qui ont fait en gros, c'est l'entité qui a donné les droits pour faire Baldur's Gate 3, qui possède Donjons et Dragons, globalement. Et en fait, donc, qui a aussi les cartes Magic the Gathering, a annoncé, il y a quelques temps, qu'il n'utiliserait pas d'IA pour faire... qu'il n'utiliserait pas d'IA pour faire des graphismes, etc. Chez les joueurs de cartes Magic, les cartes et les arts des cartes est souvent très important. Des artistes ont émergé, sont devenus des artistes valorisés pour leur travail grâce à ça. Et ils se sont fait épingler il y a quelques jours pour avoir utilisé des designs d'IA sur leur promotion. Ils ont effacé sur les posts où ils avaient annoncé qu'ils n'utiliseraient pas d'IA, ils les ont juste supprimés et modifié les pages du site qui en parlaient. Et voilà, et tout ça c'était arrivé après qu'il y a eu un livre, c'était un livre qui était j'ai plus le nom. Il y a un livre qui était sorti, qui avait des images en IA qui n'avaient pas plu aux fans, et donc ils avaient promis genre plus jamais. Et il y a quelques jours, ils ont réutilisé de l'IA pour faire du design et des graphismes, et notamment des images de promotion de sets. Et du coup, je trouve pas ça ouf. Et voilà, donc je voulais en parler. Et puis c'est bien qu'on ait tous l'info quand les sociétés utilisent des IA pour des mauvaises raisons. Mon cher Car, je trouve ça très dommage aussi. Alors, je suis pas joueur de Magic comme toi, mais j'en ai quelques-unes. Et je trouve ça vraiment dommage. D'ailleurs, j'ai quelques cartes Magic de Jurassic Park que j'ai réussi à trouver qui sont sorties dans la nouvelle extension. Et je suis très content. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? Et vous avez bien raison. Moi, je vais vous parler d'autre chose, les amis. Je vais vous parler d'un documentaire qui va arriver sur Netflix. Et moi, ça me fait vachement plaisir. Et je sais aussi,
mon cher Greg, que toi aussi ça te fait vachement plaisir, même si tu ne le sais pas encore, car je n'ai pas dit de quoi il s'agissait. C'est un documentaire sur la NBA, que va faire Netflix, qui va être calqué sur la série documentaire Quarterback, qui était sur la NFL. Dans Quarterback, on suivait 3 quarterbacks de NFL sur la saison 2022. Et ben là, dans ce docu, donc ils vont faire la même chose, mais pour la NBA, et ils vont pas suivre 3 joueurs, ils vont suivre 5 joueurs. Et pas n'importe lesquels. Et alors du coup, en plus le choix, je trouve, est très intéressant. Alors après, pour l'instant, ce qu'on sait pas, c'est sur quelle saison, parce que ça change. Du coup, forcément, quels sont ces joueurs ? Bah déjà, il y a LeBron James, donc proche d'un fin de carrière, qui est en train qui l'année dernière a battu le record de points, qui cette année a battu le record de minutes. Joué en NBA en saison régulière, qui là, dans quelques jours, peut-être au moment où la vidéo est sortie, aura passé les 40 000 points. Enfin bref, LeBron James qui est avec les Lakers. Si c'est sur cette année, ça va être très intéressant parce qu'ils sont qui est, on peut le dire, ton GOAT. Hein. Non, c'est le Michael Jordan. Arrête d'essayer de faire croire aux gens que c'est LeBron James. Et t'assumes pas quand t'as l'image. Non, mais non. L'autre joueur, c'est Jason Tatum des Boston Celtics. Si c'est sur cette année, ça va être très intéressant de voir un peu les Celtics qui cartonnent, qui est actuellement la meilleure équipe de l'Est. Il y a Jimmy Butler, le joueur du 8, qui s'est fait connaître en début d'année. Enfin, s'est fait connaître, non, hein, il est connu depuis très longtemps. Mais cette année, il a fait parler de lui avec une coupe de cheveux improbable en pré-saison. Mais surtout, si par exemple, ils suivent Jimmy Butler, mais c'est pas sur cette saison, mais sur celle de l'année dernière, c'est vraiment l'artisan du run incroyable du 8 jusqu'à la finale NBA. Et ça, je pense qu'en documentaire, ça peut être ouf. Et enfin, les 2 derniers, c'est vachement bien. C'est Anthony Edwards, le joueur des Minnesota Timberwolves, qui est en train d'exploser cette année. Beaucoup de gens le comparent. Alors, bien évidemment, c'est pas encore comparable, mais voient en lui un baby Jordan, parce qu'il joue notamment au même poste, et qu'il a plein d'éléments dans son jeu qui font penser à Jordan. Anthony Edwards, c'est dans une équipe qui est première à l'Ouest, donc ça va être très intéressant aussi de voir ça. Et le dernier, c'est le moins connu, et pourtant c'est le moins connu du grand public, hein, les amoureux de NBA le connaissent, c'est Domantas Sabonis. Alors il y a plein de trucs intéressants sur lui, puisque c'est le fils d'Avridas Sabonis, qui est une légende de la NBA, qui était un joueur russe, qui a notamment battu Team USA aux Jeux Olympiques, et qui ensuite a joué un peu en NBA. Et Domantas Sabonis, c'est un joueur des Kings actuellement, qui est un mec qui rigole pas du tout. Par exemple, il a fait 4 triple-doubles sur les 5 derniers matchs. Donc, joueur très intéressant et très spectaculaire. Moi, je suis hyper chaud par cette série qui va être produite par la boîte de prod de Barack Obama. Voilà. Donc c'est cool et j'ai hâte de voir ça, mon cher Greg. Puis en plus ils le font chaque année en prenant d'autres joueurs, ça permettra de voir l'envers du décor de la NBA. Voilà, sachez d'ailleurs que sur Netflix actuellement il y a bon, je sais pas si c'est un biopic, enfin c'est inspiré des années fac de LeBron James. Donc voilà, je sais plus le nom, vous chercherez, vous trouverez facilement. Et c'est actuellement sur Netflix. À toi, mon cher Greg. Et déjà, t'es chaud par ce documentaire ou pas du tout ? Moi, je suis hyper chaud pour ça. De toutes les manières, il y a tout ce qui nous plaît, quoi. Il y a la NBA, un beau documentaire Netflix, ça a l'air super cool. Donc, il paraît qu'il y a un documentaire, j'en profite pour souligner qu'il y a un documentaire sur l'apnée qui est sorti là il y a quelques jours, qui apparemment est excellent. Et un petit coucou à la FFE et SSM d'ailleurs. Fédération d'apnée en France. Donc moi j'ai juste une remarque, c'est que les joueurs de NBA disent qu'un joueur de NBA aujourd'hui est extrêmement inoccupé. Qu'une grosse partie de son temps, c'est juste être dans la chambre et ne pas sortir pour pas créer d'émeutes. Et du coup, le documentaire de ça, j'espère que ce sera pas sur le perso, que ce sera vraiment sur le sportif. Mais vu les joueurs, ça peut être intéressant. Bah, sur le perso d'un mec comme LeBron James, qui en plus, si c'est sur cette année, est en train de suivre les premiers matchs de son fils Bronny alors qu'il a eu un accident cardiaque cet été, enfin au printemps je crois, ça peut être vachement intéressant. Il doit faire plein de choses. Anthony Edwards, c'est le mec qui explose et qui va être All-Star pour la première fois. Tu vois, Jimmy Butler, il se remet de la finale NBA. Enfin, je trouve que le choix des 5 joueurs est vachement intéressant. Il manque Wembanyama.
Bah ouais, oui, mais enfin c'est un peu tôt. Mais Wembanyama, en fait, il est C'est pas pas dans tôt, le documentaire. c'est le mec qui promet le plus. C'est comme Non, ça, mais t'as le mec que tu arrêtes pas de me dire c'est ton goat et tout. Moi, je suis pas d'accord, mais tu as le mec en fin de carrière, le mec qui arrive, le rookie, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont un très beau cast. et en fait, ils n'ont pas besoin de faire Wembanyama maintenant parce que le même concept existe déjà côté NBA. Wembanyama est déjà dans le documentaire NBA, comme celui qui est en train de le coiffer au poteau comme rookie de l'année, qui est Chet Holmgren. À toi, mon cher Greg. Du coup, il y a un. Alors, plusieurs petites news très rapides. La première, c'est que pour ceux, parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui nous regardent depuis d'autres zones que la France, eh bien, si vous êtes aux États-Unis, The Marvels arrive en janvier, donc là tout de suite dans quelques semaines, sur les plateformes en digital. Ah non, littéralement dans quelques jours, le 16. Ouais. Ça c'est première info. Deuxième info, il y a un truc qui m'a fait sourire parce que tu te dis NCIS, vous vous en souvenez ou pas cette série, je pense que bien nombreux sont les gens qui sont nés après que NCIS ait commencé. Pourquoi je dis ça? C'est une série qui existe depuis 20 ans. Eh bien, CBS vient de commander et de valider qu'il y aurait NCIS Origin. Et donc c'est l'histoire de l'origine de Jethro Gibbs, qui était donc le héros des 19 saisons donc de NCIS, et c'est Mark Hamill, donc l'acteur, qui va en faire la voix off, qui va coproduire la série aussi. Enfin, c'est un truc de fou. Cette série ne meurt pas, quoi. Déjà, elle a fait des bébés. En plus, elle existe ne meurt toujours. pas, Hein. c'est un truc de ma boule. Dans la dernière vidéo news, on dit, je parlais des audiences des séries pendant la grève et la série qui était en tête, c'était NCIS aussi. Donc, c'est Sydney. incroyable. Incroyable cette longévité de série. Et que j'ai regardé au moins pendant la moitié de ces saisons. Hein. Donc je dis pas, enfin c'est pas parce que c'est très long que c'est très nul. Ou non, elle a une longévité qui est juste hallucinante. Autre petite news, c'est Caitlin Denver qui a été castée en Abby Anderson pour la saison 2 de The Last of Us, qui nous donne comme ça quelques petites news. Je n'ai pas joué à The Last of Us. C'est pas une petite news. C'est pas une petite news. Le truc qui est très cocasse avec ça, mon cher Greg, c'est que Caitlin Dever était constamment citée pour jouer, alors par les fans, hein, parce qu'elle ressemble à Ellie. Enfin, il y avait des photos où elle ressemblait beaucoup à Ellie du jeu, du premier. Elle était citée pour jouer Ellie dans le casting idéal avant qu'ils prennent Bella Ramsey. Donc c'est rigolo qu'elle joue finalement Abby dans la suite, quoi. Ok. Je suis curieux de savoir ce qu'elle donnera pour cette saison 2. Comme j'allais le dire, j'ai pas joué au jeu, donc je sais pas à quel point du coup la saison 2, on peut espérer qu'elle soit encore mieux ou pas. Ce que je sais, c'est que tous les gens qui ont joué m'ont dit j'ai pleuré toute ma vie. Dès qu'ils allaient faire une partie, c'était comme s'ils allaient, on leur disait bah écoute, retourne faire une crémation avec des amis. Et donc on est vraiment sur quelque chose qui a l'air d'être funky town, comme on dit. Et donc cette saison 2 devrait sortir vers la fin de 2025. Voilà. Et on rappelle juste que la part 2, donc le jeu, devrait logiquement être coupé en 2 saisons de la série. Ça, c'est le créateur qui avait dit qu'il y avait suffisamment pour faire 2 saisons. Donc Caitlin Dever, qui est vraiment une super actrice. Hein, et vous l'avez peut-être vu en 2023 dans le film No One Will Save You, ou Traqué en français sur Disney+, où elle jouait une demoiselle qui était toute seule chez elle et qui était attaquée en pleine nuit par des extraterrestres. Enfin, il y a des extraterrestres qui débarquent chez elle en pleine nuit. Et le film est plutôt pas mal. Et c'est vraiment une actrice qui a du talent. Donc c'est un très bon recrutement pour The Last of Us. Hein. Eh ben, tu permets que j'enchaîne avec The Last of Us, mon cher Greg ? Mais bien sûr, mon cher Kier, tu as l'air vraiment très très chaud pour cette saison. Les Emmy Awards, donc vous savez, je l'ai dit, vont arriver un peu plus tard dans quelques semaines, et il y a une pré-cérémonie pour les prix, on va dire, les moins importants. Tout ce qui est technique, etc. Il y a déjà eu plein de prix qui ont été donnés, et notamment, et c'est là où j'étais assez étonné, les seconds rôles. Et Nick Offerman,
qui jouait dans un épisode, le fameux épisode 3 de la saison 1 de The Last of Us, qui jouait Bill, et Bill Offerman, donc l'acteur de Parks and Recreation. Et ben il a gagné l'Emmy du meilleur second rôle masculin, amplement mérité. Et il a parlé à l'occasion de cette cérémonie, à différentes interviews et différents journalistes, et il a évoqué le fait qu'il y a un spin-off ou une mini-série, on ne sait pas encore, autour de Bill et Frank, donc le couple de cet épisode 3 de The Last of Us saison 1, qu'un spin-off pourrait avoir lieu. Ça lui avait été pitché, mais qu'il n'y avait rien de concret pour l'instant. Donc, à voir. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. Moi, je trouve que l'épisode 3 en lui-même est tellement réussi qu'il n'y a pas besoin d'y retoucher et de faire autre chose. Après, retrouver les deux acteurs qui étaient très très bons, pourquoi pas, mais en termes de qualité, ça va être difficile de réussir à faire ce qu'ils ont fait sur l'épisode 3, quoi. Voilà, mon cher Greg, à toi. Et du coup, petite news pour les fans de Arcane saison 2, on sait que vous êtes nombreux, eh bien, il y a un petit teaser qui est sorti pour rappeler la sortie de cette saison 2 prochainement. Et ensuite, je vais enchaîner par deux autres petites news. La première, c'est Apple qui va finalement, donc pour ceux qui suivent la tech, il y a ces grosses lunettes Apple Vision Pro qui avaient été annoncées, qui sont des lunettes de réalité augmentée et à la fois réalité virtuelle. Je rappelle, augmentée, ça veut dire que tu regardes ce qu'il y a autour de toi et on ajoute des objets autour de toi. Réalité virtuelle, tu es devant un écran et pour te montrer quelque chose. Et donc les lunettes sortent. Elles sortent pour un prix qui est, je pense, pour Kerr, une pacotille. C'est $3 500 la paire. Je sais que tu en as commandé une dizaine, je crois, parce que tu avais peur de casser la première, de faire tomber dans le bain la deuxième, pendant que tu étais sur ton yacht, faire tomber dans la mer la troisième, et casser sur ton hélicoptère la quatrième. Vous avez compris le truc. Et en fait, donc pourquoi est-ce que je parle de ça ici? Je l'ai fait souvent tomber dans le jacuzzi. Oui. Et qui lui-même est dans la piscine sur ta villa près de la mer. Du bateau, et en fait, avec les vagues, bah du coup ça fait trembler le jacuzzi. Ouais, et puis il y a l'hélicoptère aussi qui est au-dessus, qui du coup peut tomber sur le truc. Enfin, c'est toute une aventure. Et donc en fait, le truc, c'est que pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, l'arrivée d'Apple dans la réalité augmentée va avoir plusieurs impacts. Le premier, c'est que il devrait y avoir une nouvelle mise à jour sur les iPhones qui va permettre de filmer en 3D. Donc ils vont utiliser les derniers modèles qui ont plusieurs caméras pour pouvoir filmer en 3D. Donc on risque d'avoir de plus en plus de contenu 3D grâce à ça. La deuxième chose, c'est que Apple a acheté des sociétés de diffusion de contenu et notamment de matchs de NBA, puisqu'on en parlait avant, qui ont des caméras 3D qui donc pourraient potentiellement être mis, à l'époque, ils les mettaient dans les tout premiers rangs, et ça permettait en réalité augmentée de voir en live exactement tout comme si on était dans le match, et présent du coup juste devant sur le terrain, et du coup c'est aussi utilisé la réalité augmentée et virtuelle augmentée pour faire comme si on était devant un écran de 10 mètres. Donc, il faut voir que, donc évidemment, ça se connecte avec la technologie, avec Apple TV et Apple TV+, je ne sais même plus comment il l'a renommé. Et donc, au final, le truc, c'est que c'est une petite brique qui risque d'accélérer. Alors, à $3 500, il ne va pas y en avoir beaucoup, hein, ça, c'est vraiment très clair. À part Kerr, je connais personne qui va en acheter. Et le truc, c'est que je plaisante, un Kerr n'en aura pas. Mais du coup, le truc, c'est que c'est une première brique qui va accélérer ce truc qu'on nous promet depuis des années, de dire la réalité augmentée, les VR et tout. Mais on peut imaginer qu'effectivement, au lieu d'avoir des écrans, on commence à avoir une des personnes de la famille qui a ses casques, un casque de VR, donc ses lunettes pour regarder son film lui de son côté, etc. Je termine par... moi je voulais rajouter quelque chose, mon cher Greg, quand même, c'est que si vous achetez un produit Apple à ce prix-là, j'espère que vous n'aurez pas de pépins. Jean Le Guin, humoriste. À toi.
Ok, le verre était donc dans la pomme. Donc il y a Second Diner, une société de développement de jeux vidéo qui est derrière donc Marvel Snap, qui vient d'annoncer qu'il y avait un investissement de 100 millions de dollars chez eux. Et vous allez me dire, mais 100 millions de dollars, ça fait beaucoup pour une société qui fait Marvel Snap, etc. Oui, sauf que Marvel Snap, alors tous les fans, il y a beaucoup de fans de Marvel, je parle parce que Kerr ne me parle que de ça depuis des mois, et en fait Marvel Snap a annoncé qu'ils avaient fait 22 millions de téléchargements et qu'ils étaient à 200 millions de revenus depuis 2022. Donc en fait, certes, les films ne marchent pas, mais la hype et j'ai envie de dire l'engouement autour des licences Marvel, elle ne s'arrête pas. Et du coup, c'est surtout que le jeu est bon en fait. Pour faire du cash-in. Le jeu est bon, il rapporte beaucoup d'argent, mais alors parce que dans la boutique, moi j'y joue tout le temps, hein. J'y joue tous les jours depuis la sortie. Pas tout le temps, mais tous les jours. D'ailleurs, c'est que le jeu... mets tes mains au-dessus de la caméra, on a l'impression que tu joues pendant que tu... Non, j'y joue pas. Le jeu est vraiment bon. Il est très plaisant, les parties sont très courtes, ça fonctionne très bien. Et le truc qu'il faut savoir, alors déjà, s'il rapporte autant de pognon, c'est parce que au niveau de la boutique, alors c'est du cosmétique, hein, même s'il y a certaines cartes, bon, bidouillant un peu, vous pouvez l'avoir en lâchant un peu de thunes, mais le truc c'est que ils partent sur certains packs, ils craquent complètement, quoi. Ils vont vous mettre un skin de carte, Est-ce le un sujet avatar et... Oui, à 75 balles. Mais le truc qui est plus intéressant surtout, c'est que s'il y a un investissement, c'est parce qu'en fait, la boîte qui possédait Marvel Snap a annoncé sa fermeture. Et là, au niveau des joueurs de Marvel Snap, quand il y a eu la fermeture de cette annoncée, on était un peu en mode panique, en mode le jeu va s'arrêter. Et donc en fait, c'est surtout qu'il y a techniquement, la boîte est reprise et le jeu est repris. Donc ça, c'est très cool. Et donc sauvé. Je te laisse, Kerr. Moi, j'ai fini mes news par une petite réflexion. En fait, je me disais, là, avec les films de super-héros là, qui se prennent tous des fours quasiment les uns à la suite des autres, je me disais vraiment que, en fait, je kiffais les comics et la culture geek d'une manière générale avant qu'elle devienne cool. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans l'âge où ça commence à ne plus être à la mode. Les films Marvel, films DC, là, ne sont plus du tout à la mode. C'est plus des phénomènes culturels comme c'était. Et je me disais, mais c'est marrant, parce que moi, je resterais... alors, je vais pas aller voir toutes les productions nulles, hein, mais c'est pas ce que je dis. Mais on avait, à l'époque, où il y avait que Spider-Man, par exemple, ou que les Batman, il y avait aussi plein de films de super-héros un peu concons. Et le truc, c'est que je me dis, mais en fait, j'étais là avant, je serai là après. Mais c'est marrant d'avoir cette sensation que la geek hype est en train peut-être un peu de passer et de toujours être là-dessus. Voilà. Pour les plus jeunes générations, ce qui est vrai, c'est que là, c'est plus les super-héros, c'est très clairement les animes qui ont pris le pas, quoi. Donc, il y a... une politique à mener du côté de DC et de Marvel pour reconquérir les foules. Voilà. Et puis alors, on parlait de Marvel Snap, mais du coup, je peux dire une anecdote, c'est que on a souvent parlé de The Marvels et on l'a notamment fait en vidéo. Et tu avais dit, oui, il y a plein de gens qui ne savent pas quels sont les pouvoirs des personnages. Et tu prenais bien évidemment l'exemple de Spectrum. Et tu as raison, mais moi à chaque fois dans ma tête je me dis mais Spectrum, son pouvoir c'est de mettre +2 aux cartes continues déjà posées sur le board, ce qui est donc son pouvoir sur Marvel Snap. Donc voilà. Moi je vais finir avec quelques news mon cher Greg. Très rapide, tu vas voir. Il y a la confirmation par l'actrice Connie Nielsen du développement de la suite de Nobody, donc le film avec Bob Odenkirk, donc Saul Goodman de Better Call Saul et de Breaking Bad. Pour c'est cohérent, le film avait plutôt il a trouvé son public.
C'est une sorte de John Wick avec Saul Goodman. Sans surprise, le film Five Nights at Freddy's aura une suite. C'est le héros Josh Hutcherson, donc qui avait joué notamment dans Hunger Games, qui donc l'a annoncé. On a le tournage de la dernière saison de Stranger Things qui est en cours. On a également l'écriture des séries PlayStation, God of War et Horizon Zero Dawn qui sont en cours. Horizon Zero Dawn, c'est sur Netflix, et God of War, c'est sur Prime Video, où vous pouvez regarder la très mauvaise deuxième saison de Reacher actuellement. Moi qui avais beaucoup aimé la saison 1, j'avais trouvé la saison 1 très chouette. La saison 2 est une catastrophe. Et puisqu'on parle de mecs hyper musclés, passons à John Cena et James Gunn qui a annoncé qu'il y aurait un nouveau générique pour la saison 2 de Peacemaker. Un générique qui serait aussi fou que celui de la saison 1, qui était quand même génial. Je crois que Peacemaker, c'est la seule série où on ne peut, enfin pas la seule, mais une des rares séries où on ne passera jamais le générique, tellement c'est bien. Voilà mon cher Greg pour mes news de la semaine. Je rappelle qu'il y a 2 news majeures qu'on n'a pas évoquées dans cette vidéo parce qu'il y a une vidéo dédiée sur la chaîne. C'est bien évidemment le film The Mandalorian and Grogu qui donc sortira au cinéma, et ça c'est une grosse annonce, et la saison 2 de Ahsoka. Donc voilà. Mais ça, il y a une vidéo. On vous laisse aller la regarder. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Eh bien, si vous ne l'avez pas regardé, allez regarder la vidéo de Mando. Et puis, si ce n'est pas le cas, je me joins à Kerr pour vous souhaiter une très bonne année, puisque si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, on ne vous l'a pas souhaité. Des bisous, à très vite, et ciao, ciao.